En préambule, je tenais, dans le prolongement de ce qui a été dit juste à l'ouverture de ce séminaire, exprimer mon vif satisfaction d'être là aujourd'hui, de nouveau pour un colloque, un séminaire en présentiel de la sociabilité du vivant. Ça faisait longtemps, donc ça fait vraiment du bien. Donc là, vraiment, je rejoins les mots de Thierry Malbert, notre collègue. Et également, on a dit félicitations aux organisateurs et organisatrices de ce séminaire. Les doctorants, vous prenez vos responsabilités, faites preuve d'initiative. Ça, il faut souligner pour l'avoir réalisé déjà, je sais le travail que c'est, donc félicitations. Alors, ma présentation s'intitule Patrimonialisation culturelle sur le village africain de l'océan Indien, récit national, un ordre de partage. Donc, je vais tenter de vous montrer un petit peu comment les différents pays que je vais aborder dans cette présentation présentent une valorisation patrimoniale qui, au départ, paraît disjointe, séparée, mais quand on creuse un petit peu et quand on voit un peu les initiatives plus récentes, eh bien, on voit apparaître un certain nombre de partage patrimonial. Donc, je parle d'amorce, de partage, ce sont des prémices, et ces prémices plongent également avec les îles du sud-ouest de l'océan Indien, c'est ce que j'essaierai de montrer donc, dans un second temps, plutôt vers la fin de la communication. Merci. Donc, l'océan Indien a été théâtre de vagues migratoires se succédant, s'entremêlant, qui ont débouché sur un peuplement bilingue. Cette histoire fut aussi souvent une histoire contrainte, violente, une histoire subie, dont les traces et marquages sont toujours très visibles dans le paysage. Et nous travaillons depuis quelques années sur la notion de marge patrimoniale pour caractériser l'appropriation, la valorisation par divers acteurs d'objets lieux sensibles attachés à des périodes historiques difficiles, complexes. Par sensible, nous pouvons citer donc, à l'échelle du bassin indien-océanique, comme le montre cette cartographie, les pages historiques que sont la traite négrière et l'esclavage, mais aussi, si on prend cette cartographie issue du Centre d'interprétation afro-pacifique à Port-William Morris, l'autre page qui est l'engagiste, et enfin également donc, la colonisation. Nos travaux portent particulièrement sur l'Afrique australe et orientale, que nous proposons d'aborder aujourd'hui, tout en soulignant, je l'ai dit, quelques passerelles existantes donc, avec le sud-ouest de l'océan Indien. Alors, on va qualifier ce flanc occidental de l'océan Indien de bordure africaine du Grand Océan Indien, ou encore de limite, voire de finitude de l'ère indienne océanique. Trois pays vont attirer mon attention, donc du sud vers le nord, l'Afrique du Sud, le Mozambique et la Tanzanie, aux histoires différentes, parfois connexes. Ils ont tous été concernés par des ingérences, des influences extérieures. On rappellera très vite donc, les ex-colonisations hollandaises et britanniques pour l'Afrique du Sud, portugaises pour le Mozambique, allemande, puis également une influence du sultanat ottoman et également donc, le mandat de la Société des Nations Unies confié aux Britanniques pour la Tanzanie. Ces États côtiers s'illustrent de surcroît par un patrimoine culturel au fort potentiel, et la mise en valeur de ce patrimoine y est différenciée et inégale. Et les initiatives semblent agir sur des territoires disjoints, séparés. Donc on n'a pas l'impression qu'on est sur un patrimoine partagé, ce que je vais essayer de nuancer justement un petit peu tout à l'heure. On a l'impression ici d'avoir une patrimonialisation, c'est la valorisation du patrimoine qui se fait donc sur des bases plutôt étatiques et qui ne se rejoignent pas. Alors, ma méthodologie se fonde sur du travail exploratoire dans les différents sites que vous voyez sur ces trois pays, avec des observations participantes, des observations directes, un état d'art sur la question et des entretiens qui ont été conduits auprès de personnalités locales comme institutionnelles. Alors, en préambule, ces trois pays affichent des économies différentes. Donc, on a un BRIC d'un côté, un État émergent, l'Afrique du Sud, de l'autre, on a clairement deux PMA, donc des pays les moins avancés, clairement arrivés au sud. Trois pays qui ont adhéré à une économie néolibérale. Des indicateurs statistiques qui rejoignent un petit peu cette réalité. On a un nombre d'arrivées de touristes internationaux
anté-Covid, donc qui est de 8 millions en Afrique du Sud par an. Là où on est sur 1,4-1,5 millions de visiteurs étrangers, sur un chiffre officiel, pour le Mozambique et la Tanzanie. Et alors, concernant la mise en valeur patrimoniale, culturelle, 3 cas de figure peuvent être soulignés, donc on va les passer en revue. Pour l'Afrique du Sud, je vous montre une petite photographie voilà, de la partie du muséum. Pour l'Afrique du Sud, on va parler d'une patrimonialisation. Je répète, c'est la valorisation du patrimoine parce que ça procède d'un choix, d'un tri du patrimoine existant, ce qu'on a décidé de mettre en avant ou pas. Donc, pour l'Afrique du Sud, on peut parler de patrimonialisation culturelle assez intense. Que ce soit sur les travaux qu'on a passé en revue à quelques heures, un réel travail sur l'esthétisme, une modernité apparente des objets, du multimédia très présent dans les structures muséales, un style caractéristique que j'appellerais le style sud-africain, une narration qui est très poussée. La présence de touristes, notamment extérieurs, est forte. 50 000 visiteurs par an pour la partie du muséum en haut à droite. 50 000 aussi au Constitution Hill en bas. C'est une ancienne prison réhabilitée. 250 000 visiteurs à Soweto par an. Et plus d'1 million à Oran Island, qui est aussi classé patrimoine mondial de l'humanité. Au Mozambique, les efforts de patrimonialisation sont plus affinitaires. Nos travaux terrain, donc au musée de la Révolution, ou encore Fortaleza, le fort que vous voyez ici, la forteresse à Maputo, montre une collection de vieilles pièces assemblées, juxtaposées, en des lieux bien délimités, typiques des musées anciens, avec des supports d'utilisation assez timides, pour une fréquentation qui reste essentiellement locale. Pour la Tanzanie, la patrimonialisation culturelle et de notoriété. Alors, si on prend justement les cas du musée des esclaves à Zanzibar, ou encore le musée de l'histoire nationale à Dar es Salaam, on observe un cachet architectural fait de mélanges arabes, portugais, omanais, perses, de nombreuses pièces signalétiques en termes de médiation, adossées à un savoir-faire hollywoodien pour Zanzibar. Parce que si le National Museum de Dar es Salaam, photographie supérieure, est un vieux musée, un peu vieillot aujourd'hui, qui a ouvert en 1940, le Whole Slave Market que vous voyez sur une photographie inférieure à Zanzibar est lui plus moderne, associé à une fréquentation élevée, 100 000 visiteurs par an, du fait aussi de la caution UNESCO pour Stockholm, la vieille ville, depuis l'année 2000. Si on analyse à présent le message qui est globalement projeté à travers ces différentes structures muséales, donc ils peuvent être musées, centres d'interprétation, mémorial, ou monument. Si on regarde le message qui est projeté, 3 matrices semblent se dégager. Pour l'Afrique du Sud, on a clairement une matrice qui est anti-apartheid. Le message exprimé s'organise vraiment autour de la réconciliation, de la reconstruction nationale dans un contexte post-apartheid, la nation arc-en-ciel, la nation de Nelson Mandela. Si on regarde un petit peu ce qui ressort des différentes structures muséales au Mozambique, la matrice là est clairement anticoloniale. Le message délivré s'organise autour d'une lecture révolutionnaire et nationale du nouveau indépendant en 1975. Enfin, si on regarde du côté de la Tanzanie, là on a un message qui s'arrime beaucoup plus autour de la fin de la traite négrière, donc un récit anti-traite esclavagiste et le syncrétisme culturel qui caractérise ce pays. Je note également qu'en termes de public, il ne faut pas uniquement voir le public touristique dans le sens classique du terme, extérieur ou domestique. On a aussi une très forte présence dans les 3 cas d'un public étudiant, donc une visée pédagogique qu'il ne faut absolument pas perdre de vue. De même, on remarque que des héros mythifiés sont à chaque fois présents. Ça, c'est assez frappant, c'est ce que montre aussi la photographie en bas à gauche. Vous remarquez le buste de Gandhi. Ces héros sont mobilisés pour ce qui s'apparente, donc on l'aura compris, à la construction d'un véritable récit national
Donc on peut parler d'une narration qui forge l'identité d'un pays. Dans les trois cas, on va prendre des exemples. Pour l'Afrique du Sud, c'est clair. Hein, si vous visitez tous les monuments, Montréal, musées et autres, il y a vraiment une figure, bon, celle-là, elle était attendue qui ressort, il s'agit de Nelson Mandela, mais elle est souvent associée, et ça c'est frappant, elle est souvent liée à un autre personnage sur place, identique. Parce qu'il ne faut pas oublier également que le chantre du Satyagraha, la force de la vérité, a développé son idéologie de résistance passive non violente en Afrique du Sud, où il a séjourné, grandi, de 1893 à 1915. Et sur place, on a souvent une filiation qui est affichée entre ces deux personnes autour de la valeur émancipatrice, de l'abnégation, de la non-violence. Pour Mozambique, deux personnages mythifiés ressortent, deux héros de la révolution de la nation. Eduardo Mondlane, qui était le père de la lutte indépendantiste, qui a été assassiné en 1969, que l'on peut voir sur la peinture en bas à droite, qui est à côté lui-même de Samora Machel, qui a été le premier président du Mozambique indépendant en 1975. Donc on a là la lecture révolutionnaire et l'idéal socialiste qui sera mise en place après dans ce nouveau Mozambique indépendant. Pour la Tanzanie, alors là c'est intéressant. Parce que vous savez, quand on travaille comme ça sur des terrains, on a parfois, c'est normal, hein, c'est côté humain, des partis ou des a priori. Donc je me serais attendu, moi, à ce qu'on ait aussi un autre père de la nation qui soit clairement montré dans les différents musées en Tanzanie. Donc, en l'occurrence, sur place, Julius Nyerere, donc premier président de la Tanzanie indépendante en 1962. Et là, ce personnage est présent, je ne le dis pas, mais il y en a un autre qui semble taper un peu de pion, j'allais dire, dans les différentes structures muséales. C'est frappant, et donc ça rejoint la lecture, je vous disais, de la patrimonialisation sur place. C'est le Britannique David Livingstone, qui est très présent. Là, vous avez trois musées différents à Salam, Zanzibar, et on voit beaucoup de lithographies de lui, des stèles et la petite plaque dans l'église anglicane à côté du Slave Market en haut sur la photographie, dans le coin en haut à gauche. Livingstone donc, chante les trois C, christianisation, commerce, civilisation, donc c'est vraiment porter l'impérialisme britannique dans ce pays, mais il a aussi beaucoup lutté contre la traite esclavagiste. C'est justement ces écrits qui ont pu faire pression pour que l'abolition de l'esclavage ait lieu à Zanzibar en 1873. Et dans la lecture nationale, comme il est très rassembleur, très fédérateur, on peut beaucoup en avoir. Ça, c'est intéressant. Voilà, j'arrive un petit peu sur la fin, donc maintenant, c'est de me demander si, à côté de cette lecture qui paraît a priori disjointe, et même un peu décalée dans le temps, donc on est plus sur le 19e siècle pour la Tanzanie, en termes de patrimonialisation, du milieu du 20e pour le Mozambique, et de la fin du 20e siècle pour l'Afrique du Sud, enfin l'apartheid c'est 1991. Donc, si à côté de cette lecture a priori disjointe, on n'aurait pas des avances de partage, c'est-à-dire des lectures patrimoniales partagées, des lectures interétatiques qui commencent à se faire jour. Eh bien oui, il y a quelques passerelles qui commencent à apparaître. Je vous citerai juste deux exemples. Si vous allez au Mozambique, donc dans le sud de Maputo, il y a un musée très récent, un monument très récent, qui a ouvert en 2015, et il s'est fait à l'initiative de l'Afrique du Sud et du Mozambique. C'est le Matulared. En fait, il y a eu une arrêt en 1980 ici des forces spéciales pour des combattants de l'ANC en Mozambique. Donc, il y a eu sur deux et Oliver Tambo, de Nelson Mandela, à côté de son arche. On voit aussi le côté un peu architectural sud-africain. Et d'ailleurs, le cabinet d'architecte qui a fait ce musée au Mozambique est basé en Afrique du Sud. Donc, beaucoup pourraient dire que c'est une forme d'impérialisme ou d'influence sud-africaine sur les pays alentours du message de faire passer. Je vous laisse libre cette appréciation évidente, c'est le temps de creuser. Autre initiative, on est à Pretoria, sur les hauteurs de la capitale du pays. Et là, on a le Freedom Park, ouvert depuis 2005. Là aussi, on a une vision dans le musée de beaucoup de leaders africains qui sont mis en avant. On a l'impression que là, l'Afrique du Sud doit porter un message fort, qui est celui du panafricanisme, donc un message à visée continentale. Là aussi, on pourrait se demander si c'est pas une manière pour lui de montrer une voie et de se faire du coup le leader de cette voie autour des valeurs de la Renaissance africaine, qui est une lecture véritablement continentale, plutôt anglophone. Alors je me suis, et je finis vraiment là-dessus, je me suis demandé
demandait alors quid des îles du sud-ouest de l'océan Indien, de l'Indienne Océanie. Est-ce que là, il y a quelques passerelles qui existent? Eh bien oui, à l'initiative locale, souvent universitaire, je vais citer rapidement deux initiatives. Vous avez la route de l'esclave, donc, qui est un projet UNESCO, qui a été affilié par Fouché Delfuma, à travers la route de l'esclave et engagé. Pourquoi? Parce que dans cette initiative patrimoniale, dont on voit ici cartographiquement la manifestation sur le terrain, avec un certain nombre de scènes bien présentes, physiques, donc à la Réunion, c'est un symbole, et là on voit Mayotte, l'Inde, la Chine, l'esclave Maurice, la Réunion, apparaître avec le Mozambique, donc il y a du Mozambique autour donc, de cette question qui donne une cohérence, si vous voulez, de peuplement à l'ère au grand océan Indien. Et la deuxième initiative est plus politique, deuxième passerelle, politique mais aussi universitaire, parce que dans le colloque qui a été cité tout à l'heure définitivement l'Indienne Océanie, vous avez une communication de François Ramard, qui est géographe très connu de Bordeaux-Montaigne, qui était Indienne Océanie et Ernst Swahili, une géographie d'interface. Ça conforte les dires de Ahmad Al-Madi, donc l'ex-secrétaire général de l'OCOI, qui parlait également donc, de Zanzibar, et qui se demandait si on ne pouvait pas parler de prolongement swahili de l'ère indienne océanique à travers Zanzibar. Donc, du coup, ça rattache de facto à notre ère indienne océanique. On peut le dire autrement, c'est l'archipel des Comores vu comme interface ouverte sur l'ère swahili. Et donc, dans ces dernières initiatives plus insulaires, on a une Afrique du Sud qui est un peu plus en marge, et qui semble proposer un autre modèle qui, pour une fois, africain continental. On a des initiatives plus amis et moins plus. Je vous remercie.